Déjà là, j'ai la pression. Là, je ressens la pression. Salut Sarah, comment tu vas? Très bien toi. Ça va, ça va. Je suis très content d'être avec toi ici. Est-ce que tu es sûr que ça va? Non. Non? Non, je sais pas où on va, mais t'as dit, je te fais confiance, je te fais Ok, confiance. non, c'est intéressant. J'aime me poser la question plusieurs fois parce que quand tu poses la question une fois, d'habitude les gens ont tendance à juste dire, à répondre pour la politesse. Puis Faut pas creuser. ça fait un peu même, ça fait référence aussi à une règle qu'on nous a appris en cours de banking, genre les 5 pourquoi. En Les cours de 5 quoi? ouais, banking, c'est des cours sur les banques, etc. Et à chaque fois tu poses pourquoi, plus tu vas poser la question, plus on va avoir tendance à te répondre. Du coup, je te repose encore la question, ça va, au-delà du stress de l'interview? Euh, oui, enfin, on est paumé. Actuellement, on est paumé, mais on garde la tête hors de l'eau et ça va, on s'en sort. Mais est-ce que tu crois pas que finalement, être paumé, c'est un peu la situation de tout le monde? En fait, on prétend tous savoir quelque chose alors qu'au fond, on sait pas vraiment Oui, mais on le voit ce pas qu'on chez fait. les autres. On le voit pas chez les On le autres? voit pas chez les autres et du coup, on croit qu'on est un peu tout seul et on se crée des idées de se dire, il y a que moi, il y a que moi qui vis ça. Et du coup, tu t'enfermes dans ton petit truc et tu fais des blagues après. Mais tu crois que les autres le voient chez toi? Non, Donc, il n'y a non, pas je de pense pas. raison de... Je pense que je suis un bon. Comme Voilà. nous tous. Un peu du coup, alors. Si on prétend tous. Mais t'as dit quelque chose d'intéressant, là, donc juste là maintenant, en disant que... ben, on prétend et en fait, on est enfermé chacun derrière dans nos situations... individuelles, enfin individuelles, c'est pas très français, mais t'as compris l'idée, propre Mhm. à nous-mêmes. Comment toi tu vis ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu vis souvent de te dire ou alors tu es plutôt du genre à, quand tu ressens quelque chose, tu le montres? Hum, C'est-à-dire que si je sens que la personne en face de moi, elle peut comprendre ce que je veux lui dire, je Mhm. vais montrer. Et j'aurai tendance à déballer des choses que j'ai même pas envie de déballer et je vais regretter. Mais j'ai tout un pan de ma vie, de mes expériences, où je me dis de toute façon, je vais en parler, mais les gens n'auront pas les codes. C'est comme leur demander Mhm. de voir une couleur qui n'existe pas. Et tu vas lui dire, regarde, regarde, mais au fond de moi, et c'est peut-être prétentieux de dire ça, et peut-être que je me trompe, mais je me dirais qu'ils ne pourraient pas comprendre. Et à partir de là, ces choses-là, je vais les garder pour moi. Ou alors, je vais en faire des blagues. C'est très intéressant ce que tu dis, je suis assez d'accord. Souvent quand des gens m'expliquent, enfin des amis, des connaissances m'expliquent des soucis, je pense que l'une des premières phrases que je leur dis, c'est, et malgré toute l'empathie du monde hein, enfin, que j'essaie d'avoir, Euh, je dis, je te comprends et je te comprends pas. Je te comprends parce que mon empathie va faire que oui, j'entends et je suis vraiment désolé que tu passes par là. Je comprends pas parce que malgré toutes nos similitudes en tant qu'être humain, malgré que j'ai pu traverser quelque chose de similaire à ce que toi tu traverses, bah, je pourrais pas le comprendre parce que je vais pas le vivre de la même manière que Mm. toi. Et je crois que ça, parfois, pour pas mal de gens, c'est un peu difficile à comprendre. Mais moi, je me suis tourné la tête à me dire pourquoi j'ai ce besoin-là que les gens ils comprennent véridiquement ce que j'ai vécu. Pourquoi on a ça. Moi, j'aimerais juste le prendre, le balancer là-bas et dire c'est ok Et parce ça. que ça fait du bien d'être compris. Ouais. Ça fait déjà du bien d'être quand tu es entendu. Mais ça fait du bien que quelqu'un puisse te dire. Je crois que on a un peu. Je pense, hein, j'ai aucune certitude, mais je pense que ça fait du bien de se dire ah purée, toi tu ressens ce que je ressens. Tu vois. Mm. J'ai une amie précédemment dans une des interviews, Chloé, qui disait que. Enfin, elle en avait parlé, elle avait la maladie de Crohn. Et elle disait que juste le fait de s'être retrouvée avec quelqu'un qui avait cette maladie, parce que tu vois, elle disait les gens oui, ils vont comprendre, ils vont être empathiques, mais là j'étais avec quelqu'un qui me comprenait vraiment. Et juste le fait d'avoir ça et de savoir ça, je pense que ça réassure. Et du coup, ça fait un peu un lien avec ce qu'on disait. On est paumé, mais le fait de savoir qu'on est paumé ou alors confronté à des choses ensemble, ça aide d'une certaine manière, je pense. Mm. Il y a une phrase d'un auteur que je n'ai plus en tête qui dit que toutes les épreuves ont leur raison d'être et que si on sait les accepter comme il faut, euh, elles peuvent être salutaires. T'es d'accord avec cette phrase?
C'est l'histoire de ma vie, Je cette crois que phrase. c'est Yvette Norbert, quelque chose comme ça. Quelqu'un Ouais, que je c'est connais pas, mais pour moi donner du crédit à la bonne personne. personne, Yvette Norbert. Non, ça me parle énormément. Je pense que c'est... Et je suis jeune, hein, j'ai rien à dire là-dessus, mais tous les apprentissages que j'ai eus, ils m'ont mené à cette même conclusion. Tu te prends des claques. Enfin, il y avait cette image il y a deux gosses qui vont à la mer et ils vont vers les vagues. Et il y en a un qui se fait ramasser... Enfin, ils sont tous les deux ramassés par une grosse vague. Et il y en a un qui revient en pleurant. « Ah, c'est horrible, ses parents, c'est horrible, je suis tombée, c'était atroce. » Et l'autre qui revient en rigolant en mode « Ah, c'était incroyable, elle était dingue. » Et la vie, c'est se prendre des vagues comme ça. Et ça dépend qu'est-ce que t'en fais. Et je pense que c'est un choix en conscience. Tu peux avoir plus ou moins de facilité. Moi, je dis merci parce que je suis née d'une manière à peu près... Enfin, je suis optimiste de base, je pense. Et du coup, je pense que ça m'aide. Si on est instinctivement un peu plus pessimiste, etc., il faudra plus le travailler. Mais de se dire, ok, tu te prends une claque, qu'est-ce que t'en fais? Et consciemment se dire, ok, qu'est-ce qui me sert? C'est une phrase que je me dis toujours. Qu'est-ce qui me sert dans cette situation? Qu'est-ce qui est parfait dans cette situation? Et je me la suis dit, et on me l'a dit, cette phrase, elle venait pas de moi à la base, mais c'est une personne que j'aime beaucoup qui me l'a dit un jour, où j'allais pas bien, vraiment, il y avait que du noir partout autour de moi. Elle m'a dit, qu'est-ce qui est parfait dans cette situation? Et moi, je regardais autour de moi, il y avait rien qui allait. Et elle me l'a répété, qu'est-ce qui est parfait? Et je finissais par trouver quelque chose. Et ça m'a énormément appris. Et du coup, tu as moins peur des vagues et tu as moins peur des claques parce que tu sais que tu en tires toujours quelque chose qui te rend encore meilleur, qui te rend encore plus fort. Donc cette phrase, oui, elle me parle plus que tu l'imagines. Il y a beaucoup de choses à relever dans ce que tu as dit. Déjà, en parlant d'optimisme, je vais faire un mini aparté. Comment est-ce qu'on fait, et revenir aussi sur ce que tu as dit, mais comment est-ce qu'on fait pour être optimiste en 2024? On se voile la face. Non. Moi, il y aura toujours un côté très factuel, réaliste, d'accord? Ouais, non, mais tout tourner en mode ça va pas, etc. En fait, je vais plus être axée. Moi, j'ai tout un côté très écologie. Okay. Je vois où on va, ça ne va pas du tout. C'est très facile de tomber dans le désespoir et dans le pessimisme, justement. Et c'est pour ça que quand j'étais pas encore prête à accepter toutes ces choses-là, à les prendre de pleine face, j'ai dit concentre-toi sur les solutions plutôt que sur le problème. Et je pense que ça, c'est déjà quelque chose qui aide beaucoup. Ça fait beaucoup penser à ce que Mona avait dit. Fondamentalement, la situation est la même. C'est où est-ce que tu vas mettre ton énergie qui va changer la donne. Et quelqu'un qui va dire on est foutu, de toute façon il n'y a pas de solution, il va rien faire, il va rester dans le désespoir, il va rester dans sa maison, il n'apportera rien et il se fera du mal à lui-même. Tandis que si tu es au moins axé sur des solutions, tu sais que tu vas... Qu'est-ce qui reste à sauver? Je ne sais pas, mais au moins tu seras dans le mouvement. Exactement. Donc, ouais. Ok. Tu as parlé tout à l'heure, quand je t'ai dit cette phrase, c'était l'histoire de ma vie, les vagues, les vagues, les vagues. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ça va être long, hein? Juste tu choisis, on a le temps, mais tu choisis à quel point tu vas aller en profondeur ou pas, ce que tu veux nous en dire ou pas. Oui, pour rester dans le champ lexical de... Ma vie, c'est un océan, vraiment, c'est terrible. Ça tombe bien, c'est-à-dire qu'il y a encore pas mal de choses à découvrir. Oui, mais je veux bien le ciel plus que... Bon, bref. Mais, redis-moi ta question. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur... ces vagues que tu as dû affronter et qu'on continue d'affronter, vu que ça ne s'arrête jamais vraiment, finalement. Merci pour cette dose d'espoir. Non, mais je veux dire... non. On s'est compris. Tu cutteras si c'est trop long. Jamais trop long. En fait, j'ai commencé à me prendre des vagues alors que déjà autour de moi, il me semblait que les gens ne se prenaient pas des vagues de cette hauteur-là et ça n'était pas normal à cet âge-là de se prendre des vagues d'une telle ampleur et de ça. Et donc, globalement, ça a commencé à 14 ans où j'ai compris non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Parce qu'on a toujours cette phrase, on voit les drames chez les autres, etc. Et on se dit, mais de toute façon, pourquoi s'en inquiéter, c'est tout. Et à 14 ans, je sors d'un rendez-vous chez le médecin et on a fait tous les examens, etc. Et il me fait comprendre qu'il y a potentiellement une maladie, etc. Moi, je sors de là, ça arrive qu'aux autres, j'y croyais pas vraiment. Et jusqu'à ce qu'une semaine après, on reçoit le coup de fil et c'est parti, maladie avérée, diagnostiquée, tout ce que tu veux. Et je vais pas rentrer dans les détails de tout ça, mais il y a des années qui en sont... À partir de mes 14 ans, tout ce qui a suivi, c'était juste croire qu'on a touché le fond
Et puis le sol, il se dérobe en dessous de nous, et puis on touche un nouveau fond, et ça s'arrêtait pas, et c'était une espèce de dégringolade comme ça, où en fait, tout le monde commençait à faire ses premières fois de jeûne, 14, 15, 16, première sortie, premiers amours, tu fais tout, premières vacances avec les amis, etc. Et moi, petit à petit, mon corps, sur plein de pans, il a commencé à me lâcher, à me lâcher, à me lâcher. J'ai essayé de continuer, je me suis tuée pour aller à l'école. J'avais plus d'énergie. J'avais 80 ans et même mes grands-parents ils se portaient mieux que moi alors que j'avais 15 ans, quoi, ça n'allait pas. Et je me tuais pour aller à l'école 2-3 heures par jour. Je m'épuisais, je rentrais chez moi, je dormais, je rattrapais les cours et ça je l'ai fait pendant 1 an et demi. Au bout d'1 an et demi, mon corps il a dit c'est mort, t'arrêtes de faire ça, et il a tout shut down. Il n'y avait plus rien, pas 1 gramme d'énergie, rien. Ma maman que j'aime, gros bisous, elle a fait un burn-out. Et moi, le burn-out, il a été évoqué, mais c'était même pas ça, c'était même pas visible sur la prise de sang. Et c'était tellement hardcore qu'à côté, ça va jamais être de la dinette, un burn-out, jamais. Mais là, c'était quelque chose, j'étais dans un lit comme ça, et je pouvais plus rien faire, je pouvais plus bouger, je pouvais à peine parler avec ma maman. On avait un langage en fait, 1 fois oui, 2 fois non, 3 fois je sais pas, 4 fois ha ha ha, parce qu'il faut faire des blagues sinon on s'en sort pas. Et donc il y avait ça, et ça a duré bien trop longtemps. Je me rappelle que j'avais écrit dans mon carnet, je peux pas rester comme ça dans un lit avec tous mes amis qui content de leur vie. C'était l'année du CESS, et je me disais mais ils vont continuer, moi je vais les rejoindre, il n'y a pas moyen, j'ai fait toute ma scolarité avec eux, je vais pas rester dans ce lit-là pendant 3 ans. Je l'avais écrit dans mon carnet, je vais pas rester dans ce lit-là pendant 3 ans, ça n'existe pas. Je suis restée pendant 3 ans, et ça a encore duré après, mais juste de se confronter à ça, et c'était acquis pour moi la santé. On se pose pas la question. Ouais, parce que pour nous, quand t'es pas confronté à ça, t'es en mode tout va bien, et limite, je vais pas dire que tu es jusque-là, mais presque invincible. Tu te sens un peu, c'est loin, ça n'arrivera pas, ça arrive aux autres, c'est autour de moi, mais pas... Et tu vis selon tes envies. Tu vis pas selon tes capacités. Ça vient que après en fait. Et là, si tu vis selon tes capacités, tu dis ah j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Non. D'abord tu vois, est-ce que j'en suis capable? Et quand tu es dans un lit et que tu as à peine... Moi j'avais une activité par jour, c'était prendre ma douche. C'était mon seul truc. Et tu vas, donc tu dis ok j'ai envie de faire ça, tu ne peux pas, t'es renvoyé sans cesse au service renoncement, vraiment j'avais mes locaux chez eux, c'était terrible, et non, tu peux pas faire, tu pètes un câble. Tu pètes un câble, à force de... Enfin moi j'ai pété un câble grandiose, et je suis désolée, j'ai du mal à rester. Et du coup tu pètes un câble. Et quand tout s'est un peu écroulé, tout a shut down, mes parents ils ont été là pour moi, et ils m'ont amené comme ça, ils m'ont porté chez les médecins, on m'a porté jusqu'à un médecin qu'on appelait l'encyclopédie. Ils m'ont dit t'inquiète, ce monsieur-là il connaît tout, il connaît les cas rares, on ne savait pas ce qui se passait. Parce qu'il y avait la maladie qui avait été diagnostiquée, mais ce qui m'arrivait n'avait rien à voir avec la maladie. Et ils m'ont porté partout et on a cherché toutes les solutions de tous les côtés, ils ne trouvaient pas. Et je me rappelle, du coup dans la tête c'est parti en gigavrille, et je ne savais plus rester avec moi-même, tellement j'avais des angoisses du matin au soir, tout le temps, mais je ne pouvais pas bouger. Quand on est un peu stressé, on se dit je vais voir des amis, je vais faire un peu de sport. Mais toi, tu es juste là, je connaissais mon plafond par cœur, c'était juste ça l'histoire. Et du coup, j'avais besoin de bouger. Et donc mon papa, il me prenait et on faisait 3 pas dehors et je ne pouvais pas en faire 4. Mais on faisait les 3 et il était en télétravail à la maison et il me soutenait pour ces trucs-là. Et bref, ça m'a... C'est quelque chose de replonger dedans, là, d'en parler. Mais oui, je ne sais plus où je voulais en venir. C'est très fort ce que tu racontes. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, je peux me mettre à ta place, je peux imaginer, mais j'aurais jamais aucune idée de ce que tu as pu traverser. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, parce que je pense qu'un des trucs qui a été le plus dur, c'est de se dire je connais personne comme moi. La maladie que j'avais, c'est une maladie qui est quand même assez réputée, enfin que j'ai toujours. Et même dans ces cas-là, je n'avais pas les symptômes que les autres avaient. Et le problème que j'ai eu, sur lequel on n'a jamais mis de nom, je connaissais personne. Et en fait, je m'étais dit, j'avais juste besoin de sortir de ma maison. J'étais enfermée pendant tellement de temps dans cette maison, je pétais un câble, mais il n'y avait pas d'endroit. On n'allait pas, au bout d'un certain temps, j'allais mieux, on n'allait pas m'envoyer en hôpital psy. Moi, ce qu'il me fallait, c'est une maison de retraite pour les gens comme ça, mais pas des gens de 80 ans. Et il n'y en avait pas, ça n'existe pas. Et d'être là, tout seul dans un truc là, et tu peux t'identifier à personne. C'est compliqué, c'est très dur. C'est compliqué.
Et je me dis, sûrement qu'il y en avait d'autres gens comme moi. Mais on ne les voit pas parce qu'on est chez nous. Et qu'on peut à peine communiquer avec le monde extérieur et qu'on ne peut rien faire et qu'on ne peut pas vraiment parler. Donc le sentiment de solitude en est encore plus grand. Oui. Et il dure encore jusqu'à aujourd'hui où ça va mieux. Je suis là, je suis assise avec toi, je peux te parler. Je n'ai pas la tête dans le brouillard comme je l'ai eu pendant des années, ça va. Mais il y a ce côté-là de énormément de limitations encore au jour le jour. C'est pas fini. Je ne peux pas avoir un travail. Je ne peux pas faire des études comme tout le monde. Je rêvais, moi, de faire des études. Et de voir tout le monde autour qui font ça et qui en parlent. Et c'est acquis, encore une fois. Et moi, c'est mon rêve, tu vois. Et c'est comme... Vraiment, ils ont le biscuit, ils me le tendent comme ça, mais je peux pas le goûter. Enfin bref. Et, de se dire, tu es sur un chemin tellement alternatif. Moi, la question dont j'ai le plus peur, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis paumée entre je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas ce que je peux faire. Parce que tu as tellement de limitations, tu trouves pas ta place dans un monde. Le monde, il est fait pour les gens qui fonctionnent à peu près bien. Tu vois, tu as la norme. À partir du moment où tu rentres dans la norme, tu peux trouver ta place. Dès que tu sors un peu de la norme, direct, c'est hyper restreint. Qui va m'embaucher alors qu'un coup, je suis bien... Je ne peux pas tenir une journée entière. Déjà, 8-16 heures, je ne sais pas le faire, c'est pas possible. Je peux le faire peut-être 1-2 fois, je ne peux pas le faire une semaine d'affilée. Et un mercredi, je suis bien, un mercredi, je ne suis pas bien. Personne ne va m'embaucher comme ça. Les études, pareil. Je rêverais d'en faire moi bio-ingénieur. C'était mon rêve à l'époque. Et j'ai vu des amis qui sont partis et qui le font encore. Je me dis, tu peux rester et être triste de ça et remuer le truc sans cesse, ou qu'est-ce que tu peux faire avec ce que tu as ? Qu'est-ce que tu peux faire avec ce que tu as appris ? Mais du coup, j'entends tout ça. Qu'est-ce qui t'aide à tenir au quotidien ? Parce que justement, tu me parlais juste avant d'être optimiste, mais justement c'était très facile, on pouvait facilement choisir l'autre voie qui était de voir que le noir. Comment on fait pour rester optimiste et qu'est-ce qui t'aide à tenir au quotidien ? En plus d'un entourage fantastique, je l'entends, parce que j'ai pensé à cette histoire des 3 pas avec ton père et je trouve ça incroyablement beau en fait. Mais j'ai 2 trucs et c'est lui et ma maman qui me jouait du piano. Ouais, il m'avait descendu un matelas au milieu du salon parce que je pouvais que rester allongée. Et ma maman me jouait du piano et lui, quand je pétais des câbles, il sortait. Enfin bref. C'est des je t'aime retentissants, ça. J'aime bien dire que ça, c'est love language. C'est plus fort qu'un je t'aime dit comme ça. Oui, en plus, j'avais écrit un tout petit texte à ma maman que j'ai pas osé lui donner. Mais je lui disais que dans ce qu'elle me jouait, je trouvais ce que je cherchais dans les mots et que je trouvais jamais. Et ça me donnait un apaisement qu'ils auraient jamais pu me donner autrement comme ça. Ta question, oui, qu'est-ce qui m'aidait à tenir ? Mais ça, du coup, je suis reconnaissante. Si on me pose la question, est-ce que tu le referais ? Enfin, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais ? Si c'était à revivre, est-ce que tu le revivrais ? Pour les leçons que j'ai eues, 1000 fois, je le referais. Même si c'était atroce. Mais dans ces moments-là où j'avais vraiment rien, juste regarder le plafond et angoisser du matin au soir et pas pouvoir bouger, où on pourrait dire que j'avais vraiment rien, je me suis forcée tous les soirs à trouver la place entre ces 1000 angoisses et cette dépression, etc. Juste, je me disais 3 lumières. 3 trucs qui t'ont donné. Si c'est pas le sourire, juste un espèce de toute petite lumière qui t'a dit ok, ça en valait la peine. Et c'était des trucs tout cons. C'était les courgettes que ma maman elle m'a préparées à midi, ou quand on a ouvert pour moi les rideaux ce matin, ou quand je les ai ouverts quand ça allait un peu mieux, et ben il y avait une belle lumière. Et c'était des trucs tellement bêtes, pas bêtes du tout au final, mais qui peuvent paraître tellement banals, surtout dans le quotidien tel que je l'ai aujourd'hui, mais ça m'a appris à le faire tous les soirs, à devenir un automatisme et à me dire que même quand on croit qu'on n'a rien, on a encore beaucoup. Et de se dire qu'il y a des gens qui ont encore tellement moins que nous. Ça aide à se sentir un peu mieux. Et donc c'est vraiment ça, et ça je l'ai encore aujourd'hui, de toujours, et j'essaye de le faire, je le fais pas tous les soirs, mais me dire ah j'ai passé une journée de merde, mais il y avait ça et ça qui était bien. Et pareil, j'avais des tentes de carnet, je pouvais, pas longtemps, mais je pouvais écrire un peu. Et ça m'aidait, il y avait trop de trucs dans ma tête, et ma manière de les sortir c'était pleurer ou écrire. Et donc chez moi j'ai des piles de carnets comme ça, ils sont trop beaux ces carnets, mais dedans il ne faut pas les ouvrir parce qu'on n'a pas envie de relire ces choses-là. Mais ça m'aidait à tout évacuer. T'écris encore ?
Oui, mais Aujourd'hui. ça a changé. J'ai arrêté d'écrire ce qui allait pas et maintenant j'écris que ce qui va bien. Et maintenant ces carnets-là, et il y en a qu'un pour le moment parce que ça fait quoi, un peu plus d'1 an que j'écris dedans, Mhm. j'ai envie de le réouvrir celui-là. Et je le fais. Je me prends à le faire. Des fois quand ça va pas, je le réouvre. Et je vois, waouh, le 8 août dernier, c'était incroyable la journée où en fait ma vie est trop chouette. C'est intéressant ce que je trouve là-dedans, c'est que, tu sais, parfois, j'écris aussi, mais j'écris vraiment de manière irrégulière et c'est un peu random et quand ça va pas. Mais ce que je trouve génial, c'est que parfois, je suis là et je me surprends à me remémorer des souvenirs que j'avais complètement oubliés. Et là, toi, en le mettant noir sur blanc, ben, c'est vrai que ces souvenirs, en fait, ils se reveniront jamais vraiment, tu vois. Parce que je crois que, arrivé à la fin de ma vie, il y a des souvenirs qui auront complètement disparu, alors que c'était de très beaux moments de vie que j'ai eus. Voilà. Mais c'est vraiment aussi leur donner la place qu'ils méritent. Parce que j'ai l'impression qu'on donne énormément de place à nos problèmes et à ce qui va pas. Et que très vite, ils peuvent venir submerger tout ce qui va bien. Et moi, au milieu de toutes ces années-là, ben oui, la balance, clairement, elle penchait du côté tout ce qui va pas. Mais de là à aller oublier et faire comme si tout le reste n'existait pas, c'est pas juste envers la vie qui m'a quand même donné un peu, beaucoup même. Donc, oui. C'est. Je suis. Waouh, c'est. T'as dit, il y a tellement de. Je sais pas, je vais prendre le champ lexical rap, mais de punchline que t'as dit, c'était tellement beau et inspirant. Ça m'a fait penser que j'ai envie de te lire quelque chose. J'ai envie que tu me Trop bien. dises ce que cet extrait t'inspire. On va cacher la marque parce qu'on est là pour promouvoir personne. Euh, Parce que ça m'a fait penser à quelque chose. Ça va être dingue. Non. J'ai envie que tu me dises ce que ces mots t'inspirent, mais en fait, tu vas même les lire toi. C'est ceux qui sont en gras. Ici. Je les lis pour moi ou je les lis à votre? Tu peux les lire à voix haute. Il nous fallait de l'audace, un peu de folie et surtout du courage. Mais c'était trop demandé, hélas. Alors on s'est mis à l'abri afin d'éviter l'orage. Puis au matin, l'étincelle, celle qui redonne espoir, celle qui se transformera en feu, c'est cette étincelle qui nous portera, qui nous fera rêver, qui nous fera encore tomber amoureux de la vie et ce qu'elle a à offrir. Est-ce que Céline t'inspire quelque chose? Moi, j'ai du mal à entendre ce que je lis quand je lis à voix haute. Donc, je vais me replonger dedans vite fait. Dans ta tête, y a pas de souci. Oui, ça m'évoque pas mal de trucs. Juste, tu me le rappelleras si j'oublie, juste le mot courage. Et l'étincelle. En fait, je me rappelle 2 trucs, je te le rends, et j'aime bien. Pareil, qu'est-ce qui me poussait à continuer? Tu vois, là, on parle de maladies, etc. On pense souvent aux douleurs physiques. Pour moi, ça a été en tout cas, et c'est uniquement personnel, mais la douleur physique à côté de la douleur mentale, et je réutilise le mot, mais c'était de la dinette. Et parce que ton mental, il peut te faire croire tout ce qu'il veut. Et une fois qu'il a emprunté les pires chemins, il sait les réemprunter encore, et c'est un enfer. Et c'est comme s'il mettait des lunettes sur ton visage et il décidait, ok, maintenant tu vas tout voir en gris, tu vas tout voir en noir, et tu ne peux que le croire parce qu'on croit ce qu'on voit et on croit ce qu'on pense. Et dans ces moments-là, c'est comme s'il y avait un voile tout le temps sur moi, un voile noir, et je me réveillais le matin et j'étais dans ce voile-là. Et des fois, je sortais un tout petit peu dans le jardin où je voyais un truc, où je faisais une petite promenade, j'avais mon chien, l'amour de ma vie. Quand ça allait un tout petit peu mieux, je pouvais aller faire des balades en forêt. La forêt, ça m'a sauvée. Vraiment, je pouvais sortir à peine, mais quand je sortais, mes parents ils me mettaient dans la voiture et ils m'amenaient à la forêt. Et des fois, je rentrais de ça et je disais, ok, j'ai vu la lumière. C'est comme si pendant 2 secondes, les lunettes, elles avaient été enlevées. Et j'ai dit, j'ai vu la lumière, et même si là, c'est déjà fini, je le sens plus au fond de moi, je l'ai vu et j'y crois et je sais que c'est ça la vérité. C'est pas ce que mon cerveau, il essaye de me faire croire. Et ça a été tout ce truc de démonter, de dire, je ne crois pas mes pensées, je ne crois pas ce que mon cerveau me dit, même s'il me le dit tous les jours. J'ai vu la lumière et elle a la raison et elle est là. Et c'est le mot étincelle qui m'y a fait penser, de me dire, c'est à ça que je me raccrochais tout le temps. Et c'est ça, je pense, qui m'a aidée à tenir. De dire ce que je vois, ce que je ressens, c'est pas la vérité. Et ça va pas toujours être comme ça. Le courage, en fait, quand tu racontes ta vie
à quelqu'un ou des bribes, enfin moi des bribes de ma vie, etc., ça sort tellement du cadre du commun, en tout cas, de la norme, et on est sur beaucoup d'épreuves, directement les gens vont dire « Ah, tu es courageuse ». Et moi j'ai toujours eu ce truc de « j'ai pas eu le choix ». Et j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée, Grand Corps Malade, parce que lui il a vécu le sacré bazar. Ouais, avec cet accident. Ouais. Et j'ai vu son film Patient. Je sais pas. En fait, il raconte globalement ses mois post-accident en centre de rééducation, mais avec des gens qui, pareil, ne peuvent pas bouger, sont paraplégiques, etc. C'est très dur pour lui parce qu'en plus, il était sportif avant. Exactement. Et moi aussi, je l'étais. Et ça a été un truc, et j'y renonce encore aujourd'hui, même si j'ai pu reprendre, mais bon, bref. Mais du coup, je me suis beaucoup retrouvée dans des trucs qu'il a dit, même si on n'a pas vécu les mêmes choses, là, d'avoir relu son livre, et de me dire, il y a tellement de similitudes. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas envie de nommer forcément la maladie ou la chose, parce que finalement, c'est un spectre immense, juste d'avoir des limitations physiques, et du cancer aussi, ça, on peut s'y retrouver. Attends, pourquoi je te disais ça? Il y avait un lien. Courage, t'as pas eu le choix. Oui. Il a dit « Ah, j'ai plus la phrase et j'aurais voulu la noter pour la dire », mais que c'était un courage forcé par l'envie de vivre, la fureur de vivre. Si tu as ne serait-ce que ce petit feu-là qui te dit « j'ai envie de continuer », t'as pas le choix que de relever la tête. Et je sais pas, j'ai envie de donner des claques à tous les gens qui me disaient que j'étais courageuse et que j'étais forte et que c'était pas juste. C'est pas juste. Comment ça, qu'est-ce qui est juste? C'est juste que ça aurait été plus juste que j'ai une vie extraordinaire. Je sais pas, pour moi, il n'y a pas de notion de justice là-dedans. Ça a été juste de ne pas mettre d'étiquette sur les choses qui m'arrivent. C'est bien, c'est mal, c'est pas juste, c'est juste. Je le prends comme c'est et j'en fais un beau tableau, si j'arrive. Voilà. Et le tableau, pour l'instant? Ça va? J'aimerais en être plus satisfaite. Comme dit, j'y retournerai 1000 fois pour ce que ça m'a appris et pour la personne que je suis devenue grâce à ça. J'ai grandi, comme 10 années de bonheur m'auraient jamais fait grandir. Mais c'est très dur d'évoluer dans une... En fait, petit à petit, au bout de 3-4 ans, j'ai pu ressortir un peu de ma maison, être confrontée à tout ce que j'avais loupé. J'ai toujours dit que j'étais comme un bébé quand je suis revenue dans cette société-là. Et moi, je parlais pas. Et encore, je trouvais les jeunes... Ils avaient un langage que moi, j'avais même plus. Ils avaient des manies, des habitudes, une culture que moi-même, j'avais un peu perdue. Et de me sentir comme un bébé là-dedans et de réaliser, de me prendre la claque en pleine face, de me dire « Ok, j'ai loupé ça ». Pendant que moi, j'ai passé 4 années au lit, eux, ils ont fait ça. Ils ont été faire des festivals, ils ont été en vacances ensemble, ils ont eu leur premier travail, ils ont eu 15 000 amourettes, ils ont eu tous ces trucs-là. Et ça a fait très mal. Et je me suis dit « Ok, tu peut te péter la tête à avoir cette envie-là et cette jalousie, mais ça mine et c'est horrible. Et je me suis dit, soit tu le laisses le miner, soit t'en fais quelque chose qui te sert, soit tu t'en inspires. Et justement, là on va parler d'éloquence, j'ai fait réciproque. Et, concours d'éloquence pour les personnes qui ne savent pas. Ouais, le concours d'éloquence. Et pour le premier tour, le sujet était libre. Il fallait juste choisir une question, une position. Et petite dédicace à mon ex, il passe par là. Ça s'était terminé avec lui. Et donc en fait, en le perdant, j'ai réalisé que lui, il allait retourner à toute sa vie. Parce que j'étais pas sortie de ma maison depuis très longtemps quand je l'ai rencontré. Et le rencontrer lui, ça a été aussi rencontrer toute sa vie, tout ce qu'il avait que je n'avais pas. Et m'immerger dans ce quotidien-là, ça m'avait beaucoup de mal au début. Et donc quand ça s'est terminé, j'ai dit, toi tu reviens à quoi? Un tableau vide. J'avais pas de routine, pas de travail, pas d'études, rien vraiment, rien, j'avais énormément. Mais voilà, dans le ressenti, j'avais pas, je voyais tout ce qu'il avait, tout ce que les gens ont et que je n'avais pas. Et je me suis dit, donc lui il est là, il peut retourner à ça et moi je retourne à rien, juste page blanche. Et donc pour réciproque, parce que du coup j'ai beaucoup réfléchi à ça, comment le tourner à mon avantage, j'ai choisi du coup de faire le thème « L'herbe est-elle plus verte ailleurs ?» et de répondre par l'affirmative. Oui, elle est plus verte ailleurs. Comment tu peux dire qu'elle ne l'est pas quand il a un travail et toi tu rêves d'avoir un travail, quand il a fait des études et qu'il s'est construit des amitiés qui durent depuis la secondaire qu'il a et que moi j'ai pas. Quand moi je suis toute seule et que lui il est entouré. L'herbe elle est plus verte ailleurs, mais je suis arrivée à la conclusion que la vie
c'est pas qu'une pelouse. Et qu'il y a tout plein d'autres choses. Et il y a les nuages, les oiseaux, c'est très cliché. Il y a les fleurs et tout ça. Et de me dire que, ok, il peut avoir le bonheur, j'aurai le courage. Il peut avoir la douceur dans la vie, moi j'aurai la résistance. Et que de toute façon, à un moment ou l'autre, et je le dis pas en souhaitant le malheur à qui que ce soit, mais les cartes se redistribuent. Je suis convaincue que la vie c'est 50-50 pour tout le monde. 50% de bien, 50% de pas bien. Moi, Selena Gomez, qui tu veux, à un moment l'équilibre y revient. Et en fait, je me suis juste dit, prendre la hauteur sur la situation. Là, maintenant, tu as l'impression que lui, il a, j'en reviens à mon texte, mais qu'il a les jardins de Versailles et que toi, tu as une vieille pelouse de terre battue et c'est horrible. Mais si on prend de la hauteur là-dessus, je vais finir par avoir ma part à moi. Et si c'est pas une pelouse, ce sera autre chose. Mais peu importe. Il faut savoir la prendre, cette hauteur. Je dirais que souvent, on est en plus... bon, je trouve que c'est très fort de ta part. Mais c'est vrai que parfois, c'est un peu difficile de pouvoir la prendre. Pour beaucoup de personnes, notamment à cause... Enfin, je peux penser à réseaux sociaux, ça fait un peu cliché. Enfin, je tape sur les réseaux sociaux, mais je suis un grand utilisateur de ça. Mais par exemple, quand tu vois sur Instagram les stories je sais pas, de ces personnes qui ont l'air de vivre la vie d'Aloca, parce que justement, on est dans une société où on va souvent montrer que les belles histoires. Et pas ça, mais... Je prends de la hauteur et j'ai passé beaucoup de temps dans ma tête. Quand tu es là, tu peux pas être dans les faits, tu peux pas être dans l'action, donc tu es beaucoup dans le mental. Et pendant toutes ces années-là, j'étais un peu coupée de tout, mais je pouvais encore écouter. Je pouvais pas lire, je pouvais difficilement regarder la télé. Au début, je pouvais même pas regarder des trucs sous-titrés, c'était trop compliqué. Mais je pouvais écouter et du coup, j'ai dit qu'est-ce que tu peux faire de ça? Qu'est-ce qui est parfait dans cette situation? Tu peux écouter, qu'est-ce que tu peux faire? Ça, tu peux te cultiver de malade. Du coup, j'ai downloadé des tonnes de livres audio et je me suis penchée sur tous les trucs. J'ai adoré, mais toute la philosophie bouddhiste, etc. Et ça m'a énormément apporté. Parce que eux, la hauteur, ils l'ont. Et ils sortent, enfin non, plutôt ils reviennent au présent et au maintenant, mais je suis pas non plus... Moi, les réseaux, je les ai coupés et je les coupe encore énormément parce que j'ai beau pouvoir prendre de la hauteur, tu peux pas si tu te plonges là-dedans tout le temps. Moi, ça m'a bousillée. Et tout le monde sur mon Instagram, tout le monde est en sourdine. Je vois pas ce que les gens publient, à part les gens que j'aime vraiment et dont j'arrive fondamentalement à me réjouir de leur bonheur et de leur réussite. Il y en a, je suis pas capable de voir, qui sont encore partis en vacances avec des amis, qu'ils ont été diplômés, qu'ils ont ci, qu'ils ont ça. C'est génial pour eux. Je n'arrive pas à ce que ma joie pour eux dépasse la tristesse que j'ai de me dire moi j'en suis pas là. Et j'ai vraiment envie d'y travailler parce que je serais 1000 fois plus heureuse si j'arrivais à me réjouir de leur bonheur. Mais je suis pas encore à ce stade-là. J'ai encore des choses à apprendre. Mais, c'est honnête de ta part. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas ce courage de juste se l'admettre. Vu qu'on est dans... Évidemment, ici, on est dans un cas spécifique avec toi parce que tu le disais, tu as l'impression qu'il y a toute une partie, que tu as un peu tout un épisode que tu as raté quand tu voyais tous tes amis vivre ça et toi, tu l'as pas vécu. Et donc, forcément, de voir ça, ça fait quelque chose. Même pour les personnes qui ont pu vivre ces épisodes, d'être en comparaison, de se dire putain, je suis ici à Bruxelles, je regarde cette personne, elle est à l'autre bout du monde. Ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense, que les personnes se disent ça me saoule un peu que moi je sois là et elle soit là-bas. Mais c'est bien que tu l'admettes parce que les gens auront du mal à l'admettre. J'ai du mal avec le français aujourd'hui, c'est terrible. C'est parce que tu as dit tellement de choses inspirantes que j'en suis. Bouche bée, ça arrive. J'ai envie de te poser encore quelques questions. On va doucement arriver à la fin de cette discussion. Je vais revenir à eux parce qu'ils m'ont énormément inspiré dans ce que j'ai entendu de tes récits. Mais si tu pouvais parler à tes parents, tu leur dirais quoi? Si tu avais un message pour eux? Si je te le dis, je pourrais jamais leur dire de regarder l'interview. On verra au montage. C'est jamais un Ou plutôt, message. qu'est-ce qu'ils représentent pour toi, tes parents? Vas-y, on va... Parce que là, je rentre dans quelque chose de fort intime, peut-être. C'est vrai que c'est une question que moi-même, j'aimerais pas qu'on me pose, parce que je suis très... Non, je suis très ouverte. Ouais, moi, mais je peux lâcher une larme à tout moment.
Ben, dans les moments où justement j'avais l'impression de plus rien avoir, je me suis rendu compte que j'avais eux et ils ont tout donné pour moi. Et que ce soit m'amener chez tous les médecins qui existent et s'inquiéter pour moi comme pas possible et me donner tout ce qu'ils étaient en mesure de donner et de garder la tête haute, même si voir son enfant souffrir comme ça, je le souhaite à personne. Et je suis pas une maman et je peux pas savoir ce que c'est, je suis pas un papa non plus, mais je sais que ça n'a pas été facile pour eux et ça les a énormément éprouvés. Et je sais que ma maman, son burn-out, j'ai toujours dit que je suis pas pour rien là-dedans. Je pense qu'elle a tellement donné. Et il y avait plein d'autres circonstances, on travaillait, etc. Mais sans rien que je demande, ils se sont donnés à moi d'une manière... et je leur serai toujours reconnaissante de ça. Et comme dit mon papa qui me sort dans le jardin ou dehors, ma maman qui me joue du piano, c'est des images que j'oublierai jamais parce qu'ils m'ont donné des bribes de lumière quand vraiment il faisait très très noir. Et c'est trop précieux. Et autant je m'engueule avec eux parce qu'ils sont là et c'est le quotidien et j'en ai marre et je veux mon indépendance et j'aimerais m'arracher de cette maison et je peux pas encore. Autant j'ai énormément de chance. Et il faut que j'y pense plus souvent que j'ai cette chance-là. Parce que pareil, et l'expérience aurait dû me l'apprendre, hein, mais je les prends pour acquis aussi. Je pense que c'est quelque chose que tu retrouves chez tout le monde, malheureusement. On sait, on essaie de se le dire le plus souvent, mais on l'oublie. Mais je crois qu'en fin de compte, ça reste humain aussi, de se dire, d'oublier parfois. Ouais, je vais toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux. C'est quoi ta définition d'un être humain, Sarah? C'est quoi ma définition d'un être humain? Quelqu'un qui vit sur la planète Terre. A priori, je sais pas si je trouve... C'est très bien. Si c'est ta définition, c'est très bien. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais c'est compliqué, ça. Quelqu'un qui vit sur la planète Terre... Mais j'ai envie de te faire un truc très scientifique, hein, de bras, de jambes. Eh ben, pas forcément. C'est terrible en le disant, tout le monde n'a pas de bras, de jambes. C'est vrai. C'est vrai. Je sais pas. J'aurais pas de réponse à la hauteur de mes attentes. Je ne sais pas des tiennes. Je sais pas. Quelque chose qu'on ne saurait pas définir, finalement. Alors, ça peut être aussi une réponse. Mais si, mais est-ce qu'on arriverait à restreindre l'être humain à une définition? Ben, j'ai l'impression que oui, et la définition me déçoit, et du coup, j'ai pas envie de la dire à voix haute. Ok. Bon, ben, pas de problème. J'ai une dernière question. J'aime bien finir mes interviews là-dessus. Si tu devais jeter une bouteille à la mer, dans cette bouteille, une lettre à la Sarah qui a 14 ans, une semaine après avoir reçu les nouvelles des médecins, qu'est-ce que tu lui écris dans cette lettre? Je lui dirais pas ce qu'il attend. Surtout pas. Parce que si à cette époque-là j'avais su, je crois que j'aurais pété un câble. Faut pas savoir. Mais je lui dirais qu'elle allait grandir comme elle ne penserait pas que c'était possible. Et même si je ne le vois pas encore aujourd'hui, mais j'ai la conviction qu'elle va faire pas des grandes, mais des belles choses. Et qu'elle a quelque chose en elle qu'il ne faut pas oublier, qu'il faudra qu'elle n'oublie jamais, même si elle se prend des vagues. Et des tempêtes et des vagues à longueur de journée et à répétition. Qu'elle a la force en tout cas de sortir la tête de l'eau 1000 fois s'il faut. Voilà. Quand j'ai commencé ce projet, j'étais convaincu que chaque histoire... En tout cas, je pensais que chaque histoire méritait d'être racontée. Parce que souvent quand tu marches, c'est des visages que tu croises, c'est des gens à qui tu parles entre deux tours d'un concours d'éloquence. C'est des gens que tu croises dans des simulations parlementaires. Et tu creuses et tu découvres qu'il y a plus. Aujourd'hui, je suis convaincu que derrière chaque visage, il y a une histoire qui mérite d'être racontée. Et avoir entendu ton histoire aujourd'hui, ça me conforte dans cette idée.
Je te remercie beaucoup pour cette histoire, d'être venu, de l'avoir partagée. Parce qu'en plus, je t'ai fait replonger dans des moments qui ne devaient pas être faciles non plus. Euh, Sache que c'est très honnête quand je te dis que je suis admiratif. Je sais que tu détestes qu'on te dise que tu es courageuse ou qu'on soit peut-être admiratif ou quoi par rapport à ça. Mais admiratif, je le suis quand même. J'étais fort touché et inspiré par ton histoire. Et, euh, et je te souhaite pour la suite de continuer de faire de ce tableau le plus beau tableau possible et un tableau dont tu sois fier à la fin. Merci beaucoup, Sarah. Merci à toi.